Donc, je suis très honoré de m'ajouter à la liste des intervenants et des participants passés et à venir. Donc, c'est un projet assez récent. On a beaucoup avancé ces derniers mois. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est enregistré. Et, et parce que aussi, il y a des côtés assez positifs de Zoom. On a accès à plus de participants. On peut présenter même en pyjama, même si j'ai fait l'effort de mettre une petite chemise. Mais on peut travailler sur ces slides jusqu'au dernier moment. Mais on parle quand même à son ordinateur pendant 1 heure. Et donc, c'est aussi difficile d'écouter son ordinateur pendant 1 heure. Donc, surtout, il manque ces côtés d'interaction sociale. Donc, n'hésitez pas à intervenir et puis à poser des questions. D'autant que, voilà, à nouveau, c'est un projet assez récent. C'est un projet qu'on avait démarré, on avait commencé à travailler sur des effets d'agglomération. Donc, c'est ce qui nous relie un peu à les questions d'économie urbaine et économie géo. Et là, on est passé des effets d'agglomération, des effets de pair, mais on a gardé encore quand même cette dimension économie, géographie, économie urbaine. Et je crois qu'on initie une petite séance d'effets de pair, puisque la prochaine séance, ce sera Clément qui présente un article sur un peu le thème des effets de pair. Alors, donc notre question, c'est est-ce que les pairs vous rendent meilleurs? En fait, est-ce que vous apprenez de vos pairs? Ou au contraire, est-ce que vos pairs vous volent la vedette et finalement conduisent un peu aussi à réduire votre confiance? Donc, c'est une question qui a été explorée il y a longtemps, notamment en éducation ou sur le marché du travail. Alors, en éducation, il y a un article récent de Raquel Fernandez et des co-auteurs qui montre notamment des effets différenciés pour les garçons et pour les filles. Et donc, elle montre que les filles, notamment, lorsqu'elles sont exposées à des garçons qui sont des high flyers, ça réduit leur probabilité d'entrer à l'université. Donc, il y a cet aspect learning, mais aussi versus un peu compétition ou lowering self-confidence. Alors, de manière générale, ces études utilisent des proxys pour la performance cognitive, et je vais revenir sur ce problème. Une exception, toutefois, c'est dans les travaux qui utilisent dans l'académique, notamment qui étudient au niveau des départements. Donc, c'est le cas notamment de l'article de Clément Bosquet et consorts, qui trouvent des impacts positifs, des effets de pair positifs, mais qui sont restreints à certaines catégories de chercheurs. Et il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Sinon, il y a Pierre Dubois aussi qui a travaillé là-dessus, je me souviens bien sur les départements de mathématiques, où il montre qu'il y a des effets de sélection qui l'emportent sur les effets de pair. Et Waldinger a une série d'articles sur un thème très particulier, puisque c'est le départ des scientifiques juifs à l'arrivée d'Hitler et des nazis en Allemagne. Et donc, ça a conduit au départ de ces scientifiques, et ils regardent l'impact sur les juniors, sur les doctorants. C'est un impact négatif, mais par contre, pas d'impact sur les autres chercheurs. Donc ça, c'est un peu l'état un peu de la littérature actuelle. Et cette littérature rencontre des défis. Donc l'un des défis, c'est notamment comment mesurer la performance cognitive. Donc en éducation, on va utiliser des tests de fin d'année qui vont mesurer la nouvelle connaissance acquise et qui va être testée en fin d'année, mais pas forcément la performance cognitive globalement. Dans l'académique, vous avez une mesure de l'output, par exemple les publications, c'est pas forcément la croissance de la performance cognitive. Après, on sait bien aussi qu'il y a la question de la mobilité. Donc la mobilité, c'est un thème très classique en économie urbaine, économie géographique. La mobilité, elle est endogène. On ne sait pas très bien pourquoi les gens bougent. Et parfois même dans cette littérature, comme dans l'académique ou pour les firmes, cette mobilité est assez rare. Et la troisième difficulté, le troisième challenge, c'est que les effets, en fait, on s'attend à des effets de pair, on s'attend à des effets positifs parce qu'on observe cette sorte de matching dans des bons départements avec des bons collègues ou dans des classes. Mais ces effets positifs pourraient être sous-évalués
à cause de la compétition entre les pairs. Notamment sur le marché du travail, il peut y avoir la promotion, les détachements. Dans l'éducation, il peut y avoir une compétition pour attirer l'attention du prof ou de la prof, par exemple. Donc on a ces trois défis, la mesure de la performance cognitive, la mobilité qu'il faut traiter et les effets de pair qui pourraient être, dont l'influence peut être réduite parce qu'il y a des effets de compétition. Donc, on a essayé de réfléchir à est-ce qu'on pourrait étudier, répondre à ces défis avec un autre environnement. Et notre solution, c'est d'étudier le cas spécial des échecs. Alors, c'est un cas très spécial, les échecs et les joueurs d'échecs, mais ce cas spécial nous permet de répondre aux défis que j'ai relevés et que j'ai montrés, et notamment parce qu'il y a 6 avantages. D'abord, il y a une mesure assez précise et transparente du niveau des joueurs. Donc, elle est transparente parce qu'on sait exactement comment c'est calculé. Elle est précise notamment s'il y a un nombre de parties suffisant qui permet de calculer ce classement. Et c'est un classement qui est un classement international. Donc, on peut comparer les gens d'un pays à l'autre et puis aussi au cours du temps. Alors, juste comment ça marche, c'est un stock de points. Donc, lorsqu'on entre dans le classement, on a à peu près 1000 points. On débute à 1000 points. Et puis, si vous progressez, vous pouvez aller jusqu'à 2800 points. Et 2800 points, vous êtes pratiquement quasiment champion du monde. Donc, c'est une mesure qui prédit assez bien le niveau et la performance future. Alors, c'est pas un stock qui augmente mécaniquement. C'est-à-dire, vous pouvez gagner des points, mais vous pouvez perdre des points aussi. Alors, comment on passe de 1000 à 2800 en gagnant des parties ou en faisant nul contre les adversaires plus forts. C'est-à-dire que comme les deux joueurs sont classés, on peut mesurer, on peut calculer une espérance de gain. Donc, par exemple, si, prenons Lionel et moi, nous avons tous les deux un élo stratosphérique de 2800 points. Donc, notre probabilité de gain, c'est 1,5 chacun. Si Lionel gagne, il marque 1 point. Donc, il marque 0,5 de plus que sa prédiction. Multiplié par un facteur, il gagne à peu près 7 points. Et moi, je perds ces 7 points. Donc, lui augmente, moi, je baisse. Mais en augmentant, il rencontre des adversaires plus forts. Et donc, c'est un peu plus difficile de gagner des points. Voilà un peu comment ça bouge. Et ça prédit assez bien le niveau. Après, on a des joueurs qui sont bien identifiés et qui sont liés à des clubs. Et ces clubs sont dans des municipalités, dans des municipalités. Alors, je crois on parle de quartiers, et puis pour les communes, et puis pour les aires urbaines de villes. Mais par exemple, Dijon et son aire urbaine, je crois qu'il y a 2 clubs, donc 2 clubs d'échecs. Et dans ces clubs-là, eh bien, on s'entraîne, on construit son capital humain, et donc ça pourrait donner lieu à des effets de pair. Après, l'autre avantage des échecs, c'est aussi que comparé des travailleurs dans une firme, là, les joueurs d'échecs, ils réalisent toujours la même tâche, qui est toujours cette même tâche avec les mêmes règles pour tout le monde. Et donc, c'est un bon moyen d'identifier les effets d'interaction parce que on voit bien que je pourrais donner des conseils à Lionel pourrait me donner des conseils, etc. Et parce que c'est le même jeu, c'est la même tâche. Alors que parfois, les travailleurs dans une entreprise ne réalisent pas les mêmes tâches, donc c'est difficile de leur donner des conseils et d'avoir des feedbacks. L'autre avantage des échecs, c'est qu'il y a une grande mobilité entre les clubs. Et ça permet d'estimer précisément les effets club et aussi de construire un instrument qui est basé sur la fermeture des clubs dans l'aire urbaine. Donc, si l'aire urbaine de Dijon, il y a un club qui ferme, eh bien, il ne reste plus qu'un club. Et puis, les joueurs de ce club qui ferme vont peut-être aller dans le club qui ne ferme pas. Et je vous montrais que en fait, cette fermeture, lorsqu'elle est exogène, peut permettre de construire un instrument. Alors, on a aussi le nombre, le type de parties, et qui permet de documenter les effets de concurrence. Donc, parce que quand on est avec des pairs qui sont meilleurs, ils peuvent prendre la lumière, ils peuvent jouer plus de parties que vous, notamment dans les compétitions par équipe. Et enfin, un avantage qui nous permet d'avoir un titre un peu à la Tintin, là, de 7 à 77 ans, c'est que on peut étudier toutes les catégories d'âge, et donc de très jeunes enfants à des personnes plus âgées. Et donc ici, quand on parle de performance cognitive, c'est vraiment
voilà, une performance, pas forcément une performance de joueurs d'élite, mais c'est vraiment de joueurs de débutants jusqu'à des joueurs très forts et de tous les âges, et même ouais, voilà, que ce soit un homme ou une femme ou un joueur français ou étranger. Il y a beaucoup de variations. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je passe à la suite, des précisions sur les échecs ou sinon, n'hésitez pas. Pas pour l'instant, je Ok, pense. ok, super. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On estime une équation d'effet de pair au niveau du club et de l'année. Donc, on mesure d'abord la qualité des effets de pair. Et pour mesurer cette qualité des effets de pair, on va prendre on va calculer la moyenne Elo du club et on va considérer le niveau initial. Donc, en début de saison, la saison commence en septembre, elle se finit en juin et on prend le stock moyen du classement des pairs dans un club. Puis après, on contrôle pour tout un tas de caractéristiques individuelles qui sont variantes dans le temps. On a aussi un effet fixe individu, mais de manière importante, on calcule pour le niveau, on contrôle pour le niveau initial du joueur. Donc, on regarde vraiment ce qui se passe à l'intérieur, en fait, de la saison. Okay, et donc j'ai parlé de ce problème de la mobilité. Donc, on va construire un instrument pour la qualité, pour la qualité des pairs, à partir d'une stratégie qu'on appelle Stayer Strategy, qui est se focaliser sur des joueurs qui sont initialement dans le club. Donc, on regarde à l'intérieur de chaque pair, club, joueur. Donc, on a des joueurs qui sont dans un club, et puis un autre club qui ferme, et ils arrivent dans le club de manière exogène. Et qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui sont initialement dans le club? Et on regarde les effets de pair puisque la qualité moyenne de leur pair va varier à cause de ce choc. Et on prend les clubs qui ont fermé l'année précédente dans le voisinage, en fait, dans l'aire urbaine. Et après, j'essaie de montrer que en fait, ces fermetures c'est documenté qu'elles sont exogènes et qu'elles ne dépendent pas de la compétition entre les clubs. Alors, le résultat qu'on trouve, c'est que si on augmente de 20% la qualité des pairs, eh bien, on augmente de 27 points de pourcentage la probabilité d'améliorer son classement. Voilà, donc, c'est un effet qui est fort, mais il y a aussi un effet compétition. C'est que ces nouveaux joueurs qui arrivent, eh bien, en quelque sorte, vous conduisent à jouer moins de parties et notamment, elle vous pousse plus bas dans la hiérarchie du club et de l'équipe. Donc, il y a des effets de compétition négatifs. Voilà. Et puis après, on regarde aussi l'interaction entre les points gagnés dans les championnats par équipe et les points gagnés dans les tournois individuels, parce que je vais vous montrer, il y a deux types de tournois que les joueurs peuvent participer. OK. Alors après cette courte introduction, je vais essayer de parler un peu du contexte, des données, présenter le modèle empirique et puis les résultats des effets de pair et quelques mécanismes. Alors, donc les joueurs d'échecs, c'est un sport individuel. Donc, vous pouvez vous inscrire à un tournoi qui va être homologué et puis vous allez gagner ou perdre des points selon votre performance et selon les adversaires que vous rencontrez. Mais vous pouvez aussi jouer pour un club. Donc, par exemple, le club, voilà, vous pouvez jouer pour l'un des deux clubs de Dijon si vous êtes Dijonnais. Et puis, votre club, dans une division, parce qu'on a on a 5 divisions nationales, votre club va rencontrer un autre club, par exemple, je sais pas, ça peut être Besançon ou Auxerre, ça dépend de la division dans laquelle vous êtes. Et en général, c'est 8 joueurs d'un club, donc 8 joueurs de Dijon contre 8 joueurs de Besançon. Et donc, il y a des échiquiers. Et de manière assez basique, c'est le meilleur classement de Besançon contre le meilleur classement de Dijon, etc. etc., etc. Les joueurs sont alignés. Et comme j'ai dit, on a 5 divisions, donc on a tous les joueurs, on a des professionnels qui sont souvent des gens qui ont appris aux échecs très tôt, ou on a aussi des amateurs, parce qu'on a vraiment, comme dans n'importe quel sport, toutes les divisions. Donc ça c'est assez chouette, parce que c'est pas uniquement des performances cognitives de gens qui sont super forts et à un niveau auquel on pourrait jamais atteindre. Il y a aussi des débutants.
OK, donc pour les données, on a l'univers de ces compétitions par équipe, donc l'univers des matchs, Dijon-Besançon, tous les ans, entre 2002 et 2015. Et on a à peu près 10 500 joueurs en 2002, 13 000 en 2015. Et en tout, on a à peu près 29 000 joueurs. Donc, il y a des joueurs qui jouent des saisons répétées, puis des joueurs qui n'apparaissent qu'une seule fois. On a à peu près 500 clubs en 2002, 472 communes et 244 aires urbaines en 2002, avec un petit peu de variation au cours du temps. Alors, et sinon, sur les joueurs eux-mêmes, on connaît leur âge, on connaît leur genre, on connaît leur origine, donc on sait si s'ils ont appris à jouer aux échecs en France, par exemple, ou à l'étranger. On connaît, comme j'ai dit, leur club, on connaît leur niveau. On connaît le niveau initial, on connaît le niveau final de fin fin d'année. Et on a à peu près 120 000 joueurs année. Alors, on pourrait se demander, bon, quelle est un peu la validité externe de cette analyse. Bon, il y en a deux. L'une, c'est d'essayer de mesurer de manière très précise, d'avoir un cadre idéal pour mesurer les effets de pair, où on peut contrôler pour tout un tas de variables manquantes et tout un tas de problèmes qui se rencontrent dans la littérature. Et aussi, on pense qu'il peut y avoir une analogie avec le marché du travail. Par exemple, les points que vous allez gagner ou vous allez perdre, ça peut mesurer la performance des individus ou de l'équipe. Le nombre de parties, ça peut être le nombre de missions que vous accomplissez. Le niveau des opposants, ça peut être la difficulté de la mission. Et l'évolution de votre classement, ça peut être vos gains en termes de salaire, en termes de revenus. Donc, voilà. C'est un peu l'analogie auquel on peut penser. Je ne sais pas s'il y a des questions de précision sur ces données d'échecs, mais n'hésitez pas. OK. Sinon, sur la distribution spatiale, on voit que, en fait, il y a des clubs un peu partout en France. Donc, ça, c'est les points rouges, c'est au moins un club dans une municipalité. On voit qu'il y en a pas mal, région Strasbourg, Paris, Lille. Je crois qu'ici, c'est Dijon, si jamais je me souviens bien. Si on regarde les joueurs par département, ils sont en effet concentrés là, en termes en pourcentage du nombre total vers Strasbourg et dans le nord. Mais si on pondère par la population, donc si on calcule ces odds ratios là, proportionnellement à la population, en fait, dans cette zone-là, il y a un peu moins de joueurs d'échecs que ce qu'on pense à première vue. Et en revanche, à l'est, il y a toujours autant de joueurs d'échecs. Et puis, il y en a un peu plus ici que ce qu'on pourrait prédire si on regarde juste les parts, parce qu'il y a un peu moins de population. Mais voilà. Mais bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a cette distribution spatiale des clubs un peu partout en France. OK. Maintenant, sur les caractéristiques des joueurs. Donc là, on a les joueurs qui évoluent de la première à la 5e division. On voit qu'en 2002, ils ont à peu près en moyenne 34 ans et leur moyenne d'âge augmente à 40. Les femmes, à peu près 7% de femmes en 2002, en 2015. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ou si je vous conseille cette série sur Netflix sur le jeu de la dame, mais voilà, il y a peu de femmes qui jouent aux échecs. Et dans les clubs, en tout cas, il n'y a pas d'augmentation. Il y a une augmentation à l'échelle nationale, mais pas au sein des clubs, au sein des compétitions par équipe. L'étranger, à peu près 4-5%. Et le classement moyen, j'ai dit que les points allaient de 1000 à 2800. Et on a tous ces joueurs-là qui jouent dans le championnat. On a le champion du monde et puis des débutants. Mais le classement moyen, c'est à peu près une 3e catégorie aux échecs, 1700 points. Alors, sur les caractéristiques des clubs, on a à peu près 5409, même précisément 5409 clubs année. Les clubs sont assez petits. En moyenne, il y a une vingtaine de personnes par club, parce que bon, voilà, qui payent leur licence aussi. Il peut y avoir plus de monde, mais ça, on les observe pas pour l'instant. Ça, c'est le nombre de joueurs dans le club qui participent à ce championnat par équipe. Mais bon, là, un élo moyen à peu près de 1700-1800, moyenne d'âge 38 ans. Et puis, cette part des femmes et des étrangers. Donc, étrangers, c'est un peu normal, mais des femmes qui est relativement faible, même très faible. OK. Donc, ça, c'est l'équation qu'on estime. Donc, on estime une équation en termes de performance
donc de l'individu I chaque année. Et on essaie de relier cette performance à un effet de pair du club qui va être, cet effet de pair, ça va être le classement moyen, donc le stock moyen de performance. Et ça, on va le mesurer au début de la saison. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ainsi un petit T0 parce qu'on voudrait une variable qui soit prédéterminée. On veut mesurer ce qui va se passer pour le joueur au cours de la saison, mais à partir d'une variable de qualité qui est définie exemptée. On veut aussi contrôler pour des caractéristiques prédéterminées comme par exemple l'âge en début de saison, l'expérience et la seniorité dans le club et le classement en début de saison du joueur. Et ça, c'est l'un des grands avantages de cette base de données et puis de la grande mobilité qu'il y a. On peut introduire un effet fixe, croisé joueur-club. Donc, parfois, dans certaines donc, il y a beaucoup de travaux qui estiment cette équation-là, mais qui ne peuvent pas mettre cet effet individuel parce qu'il n'y a pas assez de variation en termes d'output, par exemple, ou dans leurs données. Et ils peuvent souvent mettre un effet firme, par exemple, ou un effet département. Mais nous, on arrive aussi à croiser les deux. Donc, on peut vraiment capter, par exemple, est-ce qu'il y a un joueur particulier qui est dans un club particulier, qui développe une relation particulière et donc qui va progresser grâce à cette relation. Mais l'analogie, ça pourrait être un travailleur dans une entreprise particulière qui est très motivé, ou un chercheur dans un laboratoire d'une université très particulière. Et donc ça, on va pouvoir capter son histoire avec cet effet fixe-là et vraiment regarder ce qui se passe lorsqu'au cours de l'année, la qualité des pairs augmente. Et quel est son output. Et on a aussi un effet fixe pour la saison. Okay, et on cluster les termes d'erreur au niveau du club. Okay, donc cette équation-là, c'est une équation qu'on pourrait estimer pour une entreprise, par exemple, ou pour n'importe quel type d'organisme. Ouais. On a une question de Clément. Ouais. Je donne la parole à Clément. Ouais. Vous n'essayez pas de mettre d'autres variables locales comme la taille du club? Du coup, alors, vous pouvez, avec vos chocs de fermeture de club, vous pourriez tester des effets d'agglo comme fait Waldinger avec Senasi, quoi. Oui, on les met pas au début, mais je vais te montrer qu'on les met aussi et le résultat tient. En fait, il est même un petit peu plus fort, pas significativement plus fort, mais il est un petit peu, l'effet de pair est un peu plus fort quand on met la taille du club. Ok. Ouais. Et la taille du club a un effet, du coup, vous allez réduire la mesure d'effet d'agglo? Et alors, en fait, je ne sais plus, je me souviens plus. Je sais qu'on a contrôlé, mais on n'a pas reporté le coefficient dans le tableau et j'ai oublié de regarder. Donc, pas de souci. Et toi, tu l'interpréterais comme un effet d'agglomération, c'est ça? Si jamais tu as cet effet dans cette équation de première étape là. Ouais, bah, si jamais effectivement, tu peux voir que si tu as un choc de taille qui augmente la performance moyenne, tu peux imaginer qu'effectivement. Un effet d'agglomération variant dans le temps, quoi. Ouais. Au-delà de l'effet fixe. Ouais, bah, de toute façon, ton effet fixe, effectivement, il capte la taille moyenne, mais donc si tu as des chocs de taille avec tes fermetures. Après, je ne sais pas, je joue pour les échecs, hein, j'y crois pas forcément. Peut-être qu'effectivement, on croit plus qu'il y a des effets de pair que des effets d'agglo. C'est plus par curiosité de savoir si ça sort aussi dans ce genre d'équation. Mais c'était en fait, après, notre point de départ, c'était justement essayer de mesurer ces effets d'agglomération. Et donc, il y avait des effets d'agglomération, mais on n'arrivait pas à comprendre pourquoi ils existaient. Donc, c'est pour ça qu'on a après divergé sur ces effets de qualité, aussi grâce à toi d'ailleurs aussi. Donc, j'ai commencé sur cette version. Voilà. Et tu suggérais de regarder ces effets de pair, et je pense que c'est une super idée. Mais je reviendrai parce qu'on a quand même un effet d'agglomération intéressant pour. On a un effet qui n'est pas présent et qui, lui, on est content qu'il ne soit pas là. Et je reviendrai là-dessus. Ça marche. Voilà. Merci. S'il y a d'autres points ou d'autres clarifications à apporter, je peux. OK. Donc, il nous faut de la mobilité et on a besoin pour estimer ces effets club. Et donc, on
on montre que chaque joueur, en fait, quand il veut commencer, en fait, pas uniquement quand il veut jouer des compétitions par équipe d'ailleurs, mais aussi quand il veut être enregistré auprès de la fédération pour pouvoir jouer des compétitions individuelles, et ça c'est dans tous les pays du monde, ils vont passer par un club, et donc on sait si le joueur est enregistré ou pas. Alors malheureusement, on sait s'il est enregistré au niveau du département, mais on ne sait pas dans quel club il est enregistré de manière administrative. On est en train d'essayer de récupérer ces données. Pour l'instant, à nouveau, on sait si le joueur appartient à un club en particulier, s'il joue pour ce club-là. Sinon, tout ce qu'on est capable de faire, c'est des figures comme ça, quoi. On sait que voilà, il y a un joueur qui est dans ce département-là, même s'il ne participe pas au championnat par équipe, on sait dans quel département il se trouve, mais on ne sait pas exactement dans quel club. Et parfois, il y a plus d'un club dans un département. Ok. Mais pour les joueurs qui participent dans les compétitions par équipe, on sait qu'il y a 1,3 clubs par joueur et il reste en moyenne 4 ans. Et bon, il se trouve que la plupart des joueurs restent dans un club uniquement, mais il y a des joueurs qui bougent, qui ont 2 clubs, 3 clubs, 4 clubs, 5 clubs, 6 clubs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que leur classement augmente. Donc, c'est le classement moyen des joueurs qui restent dans un club. Et là, le classement moyen des joueurs qui restent, qui ont fait 6 clubs ou plus entre 2002 et 2015. Et 2000, un classement supérieur à 2000, ça commence à être un joueur de première catégorie, donc commence à être un bon joueur. Pour commencer à gagner sa vie en jouant aux échecs et en entraînant, il faut avoir 2200 points. Donc, ça commence à être un bon niveau. Ils ont tendance à être un peu plus jeunes, mais pas tant. Ok, donc bien sûr, les joueurs qui visitent, qui sont dans plus de clubs, au cours du temps, ils sont meilleurs. Donc, il y a bien un effet endogène de la mobilité, certainement. Ok, donc il nous faut aussi des variations à l'intérieur du club pour identifier les effets de pair. Donc, il y a 600 clubs qui sont observés plus d'1 an. Et on voit des variations assez importantes. Par exemple, si on regarde le min-elo, le max sur le min, ça fait 50% de variation. Ici, 100% de variation. Le max est 2 fois plus élevé que le min pour le nombre de joueurs. Donc, il y a des variations. Il y a des variations entre les clubs et puis within club aussi. Alors, qu'est-ce que ferait quel est l'impact de ces équipiers? Je pense que c'est quelque chose qui est assez général, pas uniquement aux échecs. Je pense qu'on pourrait appliquer ça, Clément, à l'académique ou même dans une entreprise. Bon, avec la seule différence, c'est que ici, aux échecs, on réalise toujours la même tâche. Mais durant une saison, donc durant l'année, on peut s'entraîner à jouer aux échecs avec ses amis. Il y a du coaching potentiel, il y a des cours, il y a aussi, par exemple, des conseils sur les ouvertures. Mais on peut penser à cet apprentissage et cette émulation comme chose de plus large qui n'est pas uniquement lié aux échecs. Et durant les tournois, et notamment durant aussi les compétitions par équipe, on peut avoir du feedback sur les parties qui sont jouées. Et on sait que de manière générale, le feedback, c'est ce qui permet d'avancer. Donc, c'est aussi pour ça que je viens présenter ici, c'est parce que je recherche du feedback. Donc, on l'a présenté lundi au CRESP, donc on a eu du feedback interne, mais on veut aussi avoir du feedback externe en participant à des tournois extérieurs. Il peut aussi y avoir une préparation jointe contre les adversaires, donc ça, c'est assez spécifique pour les échecs. Mais l'idée, c'est que les autres joueurs peuvent vous aider à vous améliorer. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en ligne et notamment là, cette série Netflix dont je parlais a stimulé ce jeu en ligne. Beaucoup de gens ont commencé à s'inscrire en ligne parce que en ce moment, notamment, les clubs sont fermés. Mais c'est un substitut assez partiel à aller dans un club parce que quand on joue en ligne, le seul feedback qu'on a, c'est de perdre ou gagner la partie. Donc, on peut enchaîner les parties et puis tout le temps les perdre sans progresser, alors que on a besoin de ce feedback pour progresser. On n'a pas forcément en ligne. Alors, par contre, il y a un effet qui pourrait être potentiellement négatif, c'est l'effet de compétition entre les pairs. Par exemple, j'ai dit, pour les compétitions par équipe, c'est 8 joueurs entre 8 joueurs. S'il y a 20 joueurs dans l'équipe en moyenne, eh bien, il y en a 12 qui ne pourront pas jouer. Et donc, s'il y a des meilleurs joueurs qui arrivent de l'extérieur, eh bien, ça réduit votre probabilité de jouer. Et en tout cas, ces compétitions par équipe, donc c'est un coût.
Et aussi, si vous êtes un joueur suffisamment bon pour faire partie de l'équipe, votre hiérarchie peut bouger. C'est-à-dire que vous étiez, par exemple, le meilleur joueur du club, donc vous jouiez au premier échiquier, et puis il y a des bons joueurs qui arrivent et vous vous retrouvez à l'échiquier numéro 4. Donc, ça veut dire que vous allez aussi affronter des adversaires moins forts, et puis vous allez avoir moins de prestige. Donc, ça peut avoir un effet négatif. OK. Alors, maintenant, de problèmes plus généraux, on a, comme dans tous les problèmes d'effet de pair, on a un problème de réflexion. Ça, c'est un problème aussi qu'a Clément, qui essaye de régler. C'est-à-dire que le niveau, mon niveau impacte celui de mes pairs, de mes coéquipiers, et en retour, ça peut impacter le mien. Donc, si au cours de la saison, je progresse, peut-être que je vais faire progresser mes coéquipiers qui vont me faire progresser à mon tour. Donc, si on ne règle pas ce problème, on devrait avoir un biais à la hausse. Alors, c'est pour ça que c'est très important de contrôler pour un niveau prédéterminé des effets de pair pour essayer de régler ce problème. L'autre problème qui est très classique en économie urbaine éco-géo, c'est le fait de sorting non aléatoire. Donc, je peux choisir un club parce qu'il y a des meilleurs coéquipiers. Donc, je sais que ce club-là est très bon, donc je vais y aller. Donc, soit parce que je suis très motivé. Donc là, on pourrait penser à un effet surestimé. En fait, c'est ma motivation qui va me permettre de progresser, peut-être plus que mes pairs. Mais je peux aussi penser à tort que être avec des meilleurs pairs, ça va me permettre de m'améliorer, mais ça sans effort. Et donc là, on peut avoir le biais inverse où je pense que j'aurai des effets de pair, puis j'en ai pas parce que en fait, je mets aucun effort. Donc le biais, pour le coup, la direction n'est pas très claire. Alors, il se trouve que dans notre échantillon, on arrive à régler ce problème puisqu'on va sélectionner un cadre où on a des chocs exogènes de mobilité. Et lorsqu'on exclut les joueurs professionnels, notamment les joueurs qui jouent dans les divisions 1 et 2, qui, eux, ont tendance à bouger plus pour aller soit jouer dans un grand club, dans un meilleur club, soit parce qu'ils sont payés. Hein, c'est ce qu'on voyait ici, là, on voit qu'ils sont bien meilleurs, ceux qui bougent beaucoup. Ça ne change pas en fait nos résultats. Dans le cadre que je vais vous montrer. Alors après, le troisième problème qu'on peut avoir, qui peut créer l'endogénéité, c'est qu'on a des caractéristiques club année qui sont inobservées. Et il peut y avoir une concurrence pour accéder, par exemple, à des ressources qui sont rares ou des opportunités. Et ça pourrait peut-être conduire à un effet de compétition et un biais à la baisse. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous présenter l'instrument. Alors, on essaye d'instrumenter pour la qualité de l'effet de pair, comme je l'ai dit, à partir de la fermeture des clubs proches l'année précédente. Donc, par exemple, il y avait, je crois, dans les années 90, donc c'est hors de notre échantillon, il y avait deux clubs dans l'aire urbaine de Dijon. Il y avait un club à Dijon et un club à Marsanais. Et si je ne me trompe pas, mais corrigez-moi, je crois que c'est vraiment dans l'aire urbaine de Dijon. Et Marsanais a fermé. Et donc, les joueurs qui ont voulu continuer à jouer ont dû aller à Dijon. Okay, donc, on a cette idée-là. Et donc, on va avoir le nombre de joueurs qui vont arriver à Dijon et le niveau moyen de ces joueurs-là. Donc, ça va donner nos deux instruments. Et il se trouve que ces fermetures, en fait, ce n'est pas des événements rares, puisqu'entre 2002 et 2015, on a 93 clubs sur les 774 qu'on observe qui ont fermé. Et en moyenne, il y a eu 14 joueurs qui ont dû changer de club et une moyenne de 1800. Donc, on voit déjà que il y a 14 joueurs en moyenne. Et dans les clubs, il y a 14 joueurs qui en moyenne, doivent retrouver un nouveau club. Et les clubs ont en moyenne 20 joueurs. Donc, on se dit, tiens, ces clubs-là peuvent être différents, ces clubs qui ferment. Ils peuvent ne pas être les mêmes. Et il se trouve que c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? On se demande, est-ce que les clubs qui ferment sont différents des autres? Et donc, on estime la probabilité que le club ferme l'année suivante. Et si on prend
ferait tout l'échantillon sans contrôle, en fait, les clubs, en fait, il y a un effet positif du mini, ils sont un peu plus forts, mais ils sont aussi plus petits. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on introduit des effets fixes année, en fait, cet effet disparaît. Et c'est là où on utilise la taille. C'est-à-dire qu'on se regarde, est-ce que les clubs ne sont pas petit à petit en train de perdre du monde? Parce qu'il se pourrait que le club de Marcenais ferme parce que tous les ans, ils perdent 3, 4 joueurs, et puis au bout d'un moment, il ne reste plus personne. Et voilà, on met la clé sous la porte, et là, ça serait complètement endogène. Et il se trouve que les variations de taille n'ont pas d'effet sur la probabilité de fermer l'année suivante. Donc, il n'y a pas de… Les clubs qui ferment, ils sont plus petits, mais ils ne perdent pas de joueurs au cours du temps. Et s'ils sont meilleurs en moyenne, ça ne semble pas être vrai à l'intérieur de l'aire urbaine. Donc, Marcenais n'est en moyenne pas moins bon que Dijon avant leur fermeture. Okay, lorsqu'on introduit cet effet fixe ici, année aire urbaine, on a cet effet-là qui disparaît. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, donc pourquoi ces clubs ferment? Bon, déjà, juste un petit mot sur cette fragmentation en termes de municipalité, c'est-à-dire que la plupart des joueurs, ils jouent chez eux, c'est-à-dire dans leur municipalité, dans leur commune, et 85% des clubs annés qu'on a, ils sont dans une… en fait, pardon, les municipalités ont en moyenne qu'un seul club, voilà, pour le dire autrement. Et s'ils ne peuvent pas jouer dans leur commune, mais ça, je pense que c'est le cas pour à peu près tous les types d'activités, par exemple de loisirs, vous peut-être principalement avec votre association dans la ville et dans la commune. Et si ce n'est pas possible, vous allez essayer d'aller dans la commune d'à côté. Et on regarde, on montre que 65% des clubs qui ferment étaient les seuls dans la municipalité. Donc dans 65% des cas, il y a juste un club dans une municipalité, ce club ferme et les joueurs doivent trouver, s'ils veulent continuer, un autre club dans une autre municipalité, principalement dans l'aire urbaine. Alors, il se trouve que ces clubs d'échecs sont des associations, donc comme toutes les associations de loi 1901, c'est des associations à but non lucratif et qui reposent sur ces subventions municipales, notamment on leur prête des locaux. Et donc, les fermetures, elles dépendent principalement de spécificités locales. Par exemple, il y a des volontaires qui décèdent, malheureusement, ou alors il y a des chocs sur les fonds, sur ces subventions municipales, pardon. Donc, voilà, on décide d'attribuer l'argent aux échecs à une activité piano ou au bridge, ou alors on décide de prendre le local et puis de l'attribuer à une autre activité. Le club se retrouve sans local. Et donc ferme. Okay, et donc, parce qu'il y a cette concurrence entre les associations pour les subventions. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'une stratégie qui est le leave-out strategy, où on prend les fermetures à l'intérieur de l'aire urbaine, mais en dehors de la municipalité. Donc, on prend les cas où il n'y a qu'un seul club dans la municipalité, ce club ferme et ils doivent aller dans l'aire urbaine. Okay, donc, c'est exactement le cas Marcenais-Dijon que j'ai mentionné. Alors, il se trouve que cet instrument est un peu trop dilué si jamais on a des grandes aires urbaines. Donc, il ne va pas y avoir d'effet si j'ai beaucoup de clubs dans mon aire urbaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un club qui ferme dans une municipalité, et puis les joueurs ils vont aller à peu près dans tous les autres clubs de l'aire urbaine, et chacun va recevoir 2-3 joueurs, et donc on verra pas grand-chose. Bon, moi je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que en fait nos instruments, s'ils marchent, il faut vraiment qu'il y ait un seul autre club dans l'aire urbaine. C'est-à-dire qu'il y avait 2 clubs, il y en a un qui ferme et les joueurs ils se rapatrient dans celui qui reste. Et là, on trouve un effet parce qu'on trouve que lorsque il y a plus de joueurs qui arrivent, la moyenne initiale
baisse, donc un effet dénominateur, mais en revanche, notamment parce que ces petits clubs sont meilleurs, le niveau moyen va augmenter grâce à l'élo moyen des joueurs qui arrivent et qui est plus élevé. Okay, donc, notre instrument, il va marcher de manière un peu restreinte, mais on trouve ça bien parce que, voilà, à nouveau, c'est un instrument qui va avoir de la puissance que s'il y a un autre club dans les urbaines qui va attirer les joueurs du club qui a fermé, pour des raisons exogènes. OK. Alors, qu'est-ce qu'on trouve on trouve un impact. Excuse-moi. Ouais, concernant l'instrument, autrement dit, ça fonctionne bien lorsque les joueurs, s'ils veulent continuer à jouer, ils n'ont pas le choix du club. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Mais voilà, ouais. Ou alors, en fait, ça marche peut-être lorsqu'ils ont un choix, mais en moyenne, il n'y a que 14 joueurs qui sortent de ces clubs-là. Donc, ça veut dire que s'il y en a un ou deux qui arrêtent, et puis s'il y en a 5 qui vont dans un club et 5 qui vont dans un autre, leur impact ne sera pas assez important. D'accord. Voilà. Mais d'ailleurs, tu as dit que quand il y avait une commune qui avait 2 clubs, tu ne la gardais pas? Lorsque j'ai une commune qui a... Ouais, c'est ça. Lorsqu'il y a une commune qui a 2 clubs qui restent. Ah, 2 clubs qui restent. Mais si tu as une commune où il y a 2 clubs, dont un qui ferme, là, tu es bon. Oui, non, pardon, là, c'est ma confusion entre commune et aire urbaine, excuse-moi. Oui, quand il y a 2 clubs dans la commune et qu'il y en a un qui ferme, eh bien, les clubs, là, on les garde pas. Parce que notre a priori, c'est que peut-être ils vont aller dans le club de cette commune-là. Et puis, disons que le fait que le club de la commune ferme, c'est peut-être endogène à la compétition entre les clubs au sein de la commune. Ah, ok. Tu vois, donc il y a 2 clubs dans la commune, et puis il y en a un qui disparaît parce qu'il a été mangé par l'autre. Ouais, on a peur de cette endogénéité-là. Tu ne crois pas à l'exogénéité quand c'est 2 clubs de la même commune? En fait, on devrait regarder parce qu'on les a d'emblée supprimés. Non, mais l'argument n'est pas forcément mauvais. Ouais. Ça dépend un peu si tu penses. Ouais. Pourquoi tu penses que les clubs ferment? Si c'est parce qu'il manque de subventions locales, bah, effectivement, du coup, ton argument est assez bon. Mais d'autant que, en fait, quand tu regardes ici, tu vois, là, c'est justement le nombre de clubs déjà dans l'aire urbaine. Quand il y en a 2, ça marche un peu moins bien, quoi, l'instrument. Et donc, 2 dans l'aire urbaine, ça veut dire 2 dans la commune aussi, quoi. Donc, voilà. Ouais. Alors, en fait, après, donc voilà, on trouve des effets de paire qui sont positifs ici, et puis on joue avec les effets fixes. Là, on met des effets fixes club, année, club, individu, année, ou club et individu, année. Donc ça, c'est un peu notre régression préférée. Et donc, comment ça s'interprète ici? Si on augmente de 20% cette qualité des paires, on augmente de 27 points de pourcentage la probabilité que le classement du joueur a augmenté durant l'année. Donc, d'où là un effet de paire positif. Et puis, quand on rajoute le nombre de joueurs, mais tu vois, là, j'ai pas le coefficient ici, donc je me souviens plus s'il y a un effet d'agglo ou pas. Mais ça augmente un petit peu l'effet de paire. Et pareil, si on ajoute le nombre de joueurs du club, l'effet taille, et puis la moyenne aussi en termes d'âge et d'expérience de ce club-là. OK. Mais quand tu ajoutes le nombre de joueurs, tu ne l'instrumentes pas pour le coup. Non, ça par contre, voilà, c'est pas instrumenté. Parce que vous pourriez, je pense que c'est pour ça qu'on... Puisque tu as 2 instruments, tu pourrais essayer d'instrumenter simultanément ton nombre de joueurs et ta qualité moyenne. Oui, on pourrait, oui. C'est ce que fait Waldinger. Ouais. C'est peut-être moins intéressant dans votre cas. Hein. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a mis une croix plus que le coef, parce qu'on s'est dit, bon, on n'instrumente pas, donc... Mais après, je sais pas si dans les faits, quand tu introduis une variable dont le coefficient est biaisé, de toute façon, ça va impacter aussi ton propre coef, quoi. Ouais, non, on pourrait essayer de l'instrumenter. Je ne sais pas si on a essayé, ça ne marchait pas. Peut-être que c'est trop faible, effectivement, avec
il y a risque, effectivement, quand tu instrumentes deux variables en même temps. Ouais. C'est un peu plus faible. Ouais. Et je ne comprends pas bien comment l'effet de l'âge est identifié là, avec tous tes effets fixes. C'est un peu bizarre, non? Il est identifié parce que, en fait, sur les joueurs qui restent, sur les joueurs qui restent et qui jouent plusieurs saisons. Mais c'est pas capté par la combinaison des effets fixes individuels et temporels? Alors, c'est des catégories ou log ou il y a un truc non linéaire là-dedans? Alors, attends, c'est l'âge, oui, c'est les catégories d'âge tous les 5 ans. On a fait la Waldinger. Ok, ouais. C'est ça. Oui, c'est les catégories d'âge de 5 ans. Ça marche. Exact. En fait, c'est aussi identifié, si tu mets l'âge et tu mets le logarithme, par exemple, c'est identifié, mais c'est sur la forme, en fait, sur la forme fonctionnelle uniquement. Mais là, c'est les catégories d'âge, de 5 ans. Et il aurait fallu qu'on le précise. Ouais. Très bon point. OK. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on fait un petit test de placebo. On se dit, tiens, donc là, on montre que si on augmente la qualité des paires qui est instrumentée, ça va augmenter au cours de l'année la performance du joueur, qui va avoir son classement augmenté au cours de l'année. Mais on s'est dit, tiens, est-ce que ça marche si on regarde son accroissement l'année passée? Donc, a priori, il n'y a pas de raison que l'arrivée aujourd'hui des joueurs du club impacte mon classement l'année dernière. Et donc, ce qui est assez chouette, c'est que c'est le cas. En fait, il n'y a pas d'impact sur mon classement l'année dernière. Okay, donc ça, c'est un petit test placebo sympathique. Ok, après, on a voulu exploiter l'hétérogénéité des données, puisqu'il y a des joueurs qui restent au sein d'un club. Donc, la médiane, c'est 3 ans. Donc, on essaie de regarder, tiens, est-ce que ceux qui restent moins de 3 ans ou qui sont arrivés il y a moins de 3 ans versus les autres, est-ce qu'il y a des effets, est-ce que ça améliore la performance ou pas? On a essayé de regarder des effets d'âge aussi, peut-être que la motivation décroît avec l'âge, par exemple. Donc, on a regardé des effets médians à 40 ans. Et enfin, on a regardé un petit peu des effets aussi de motivation. Il se peut qu'en fait, il y ait l'âge d'entrée compte. Donc, parce qu'il y a des gens qui commencent à jouer aux échecs à 5 ans, et puis il y a d'autres personnes qui commencent à 35 ans, à 40 ans. Et est-ce que les effets de pair seraient différents pour ces deux catégories d'âge? OK. Donc, le truc sympathique avec les échecs, c'est qu'on peut regarder un petit peu ce qui se passe de 5 ans jusqu'à 96 ans. Et malheureusement, on a cette tragédie qui a aussi été montrée dans un autre article très récent dans PNAS, tragédie du vieillissement. C'est-à-dire que ça, c'est le classement moyen. Donc, on progresse. Alors, c'est là ici, pardon. Donc, j'ai dit, le classement, il commençait à 1000, donc 1200. Donc là, on progresse. Et puis, entre 24 et 33 ans, on stagne. Et puis après, malheureusement, en moyenne, eh bien, on commence à décliner. J'espère que ce n'est pas pareil pour l'économie ou pour l'académique, mais si oui, c'est dommage. Et après, on s'est dit, tiens, on va séparer ceux qui ont commencé tôt, ce qu'on a appelé les early burns, qui vont notamment être professionnels. Certains vont être professionnels, pardon. Et puis les amateurs, c'est ceux qui ont commencé plus tard. Donc les early burns, ils ont commencé avant 20 ans. Et les amateurs, ils ont commencé plus tard. Et on voit qu'il y a deux distributions assez séparées entre les deux, bon, ce qui est assez logique puisque ceux-là ont commencé plus tard, donc forcément, ils débutent plus tard. Et puis, il y a certains qui s'accrochent. Là, on voit pendant que la distribution reste stable avec leur stagnation. Puis après, ils finissent par disparaître un peu. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux-là? OK. D'abord, sur la tenure, quand on sépare en termes de tenure donc les groupes, donc il y a les effets de pair pour ceux qui ont plus de 3 ans de tenure ou moins, il n'y a pas de différence. Ceux qui ont plus de 40 ans ou moins, il n'y a pas de différence. Donc, il semblerait que les effets de tenure, de seniorité ou d'âge n'ont pas d'effet sur les effets de pair. Et après, on a regardé les amateurs.
Donc, ceux qui commencent après 20 ans et ceux qui commencent au début. Et on trouve un effet qui, au départ, nous a surpris, c'est-à-dire qu'on trouve que les effets de pair fonctionnent, en fait, ont un impact pour les amateurs, mais pas pour ceux qui apprennent jeunes. D'accord ? Donc, les amateurs, avoir des bons pairs, ça permet soit de limiter le déclin, soit de continuer à progresser. Et par contre, les jeunes, non. Donc, peut-être qu'avec l'âge, il faut qu'on change de département et d'un département meilleur pour garder notre productivité. Je ne sais pas ce qu'en pense Clément. Mais en fait, voilà. Donc, peut-être qu'il se peut que les jeunes, comme ça, là, ils n'ont pas besoin d'effet de pair. C'est-à-dire qu'ils progressent jusqu'à 22 ans et ils ont besoin juste d'un peu d'effort, ils ont une motivation intrinsèque, où qu'ils soient, ils progressent. Mais par contre, lorsqu'on commence à jouer aux échecs un peu plus tard, eh bien, on a besoin de ces effets de pair pour soit éviter de décliner, soit continuer à progresser. OK. Alors après, on s'est intéressé au mécanisme. C'est-à-dire, là, on a donc, on regarde l'accroissement du Elo au cours du temps. En fait, pardon, au cours de l'année, excusez-moi. Donc, voilà, au cours de l'année, qu'est-ce qui se passe? Mais on s'est dit, tiens, on peut regarder aussi le nombre de parties jouées. Parce que ces effets de pair, peut-être que l'arrivée de ces joueurs va conduire à moins de parties pour moi, moins de parties jouées. C'est ce qui se passe, puisque si j'augmente les effets de pair de 20%, je joue à peu près une partie de moins dans les compétitions par équipe. Je peux toujours jouer en individuel, mais par équipe, je joue une partie de moins. Donc, l'échiquier le plus prestigieux, c'est le numéro 1, et puis après, on descend jusqu'à l'échiquier numéro 8. Et si j'augmente la qualité des paires de 20%, en fait, je perds 2 échiquiers. Donc, j'étais l'échiquier numéro 1 et hop, je me retrouve l'échiquier numéro 3, par exemple. Donc, il y a des effets compétitifs qui peuvent atténuer les effets de paire. Et qui pourraient aussi peut-être expliquer pourquoi les jeunes n'ont pas d'effet de paire aussi. Hein. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont une motivation intrinsèque, c'est peut-être que pour eux, les effets de compétition sont plus forts encore plus forts que pour les adultes. Donc après, on a regardé les points gagnés, puisqu'on peut calculer les points gagnés dans le championnat par équipe et les points gagnés à l'extérieur. Donc, quand on regarde à peu près sur tous les joueurs, on trouve qu'il y a bien un effet pour les points gagnés dans les compétitions par équipe. Donc, ce qui peut paraître logique, puisque c'est des types de feedback qu'on obtient quand on joue avec ses pairs, et ça augmente. OK. Après, on a regardé cette fameuse hétérogénéité. Le nombre de parties, ça semble justement être le cas pour les plus jeunes. Ils ont tendance à jouer moins de parties que ceux qui commencent plus tard. Et c'est en tout cas plus significatif, un peu plus fort en termes de magnitude. Et aussi, ils sont impactés, c'est-à-dire que dans la hiérarchie, ceux qui ont commencé plus jeunes vont descendre plus que les amateurs. Donc, il se pourrait aussi que l'absence d'effet de pair, ça soit dû à ces effets de compétition plus forts pour les jeunes. Et si on regarde les points gagnés, on remarque que pour les amateurs, ils gagnent des points dans les compétitions par équipe grâce à ces effets de pair, mais il semblerait qu'ils puissent aussi profiter de points d'un transfert de ces effets de pair à l'extérieur dans les compétitions individuelles assez fort. Donc, il y a une corrélation conditionnelle entre la probabilité de s'améliorer dans le championnat, ici, et la probabilité de s'améliorer dans les tournois individuels, et elle est 2 fois plus forte pour les amateurs. Elle semble même être négative pour les jeunes. OK, donc pour conclure, on a étudié donc les déterminants locaux de la performance cognitive. Donc c'est un thème qui, bien sûr, c'est pas le travail, c'est pas l'école. On utilise les échecs, et notamment les échecs des compétitions par équipe comme un cas d'étude. Donc c'est un cas très particulier, mais on pense que c'est un cadre assez propre qui nous permet d'étudier ces effets de pair, et pour tous les 6 avantages dont
j'ai parlé, et notamment la richesse des effets fixes qu'on peut introduire et l'instrument qu'on a été capable de produire pour estimer ces effets de pair. Ce qu'on trouve, c'est des effets positifs des pairs sur l'amélioration, et qui sont aussi des effets, mais aussi avec des effets indirects, pardon. Donc, les pairs peuvent vous conduire à jouer moins de parties, à jouer des parties moins prestigieuses, parce que dans la hiérarchie de l'équipe, on descend. Mais notamment pour les amateurs, il pourrait y avoir un effet positif additionnel qui est de la motivation, et les gains que l'on a en équipe peuvent se transférer à l'extérieur dans les autres compétitions, d'autres compétitions individuelles. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement, parce qu'on est en train de récupérer des données individuelles. Donc, on est en train de récupérer des données où on va savoir à la fois leur performance dans les championnats et leur performance dans les tournois, et aussi où ces tournois ont lieu, et les clubs et leurs clubs. Donc, ça veut dire que si un joueur ne joue pas en 2003 dans le championnat par équipe, mais qui joue pour son club dans une compétition individuelle, on va pouvoir le savoir et donc reconstruire un peu son histoire. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation. On a un petit peu de temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas à lever la main et puis je vous donnerai la parole. Ah, il faut lever la main. Oui, mais je veux pas monopoliser la parole, mais je trouve ça hyper intéressant, donc j'ai pas mal de questions. Et le truc qui me manque un poil à la fin, c'est le lien ensuite entre les mécanismes et la performance. C'est-à-dire, tu dis que ça fait pratiquer moins de parties, d'avoir des meilleurs pairs qui arrivent, mais quel est l'effet de cet effet sur l'apprentissage, la performance, quoi. C'est-à-dire, en quoi, de combien, si je fais moins de parties parce qu'effectivement je suis plus dans le top 8, dans quelle mesure effectivement ça va avoir un impact sur mon outcome. Et du coup, je me demandais si vous pouviez utiliser le fait d'être ou pas dans le top 8 de son club dans ton équation principale. Est-ce que tu peux pas rajouter est-ce que je suis dans le top 8 ou pas, pour essayer justement de faire la distinction entre ce truc-là et Bon, et tu peux sans doute faire plus, hein, je réfléchis en direct. Hein, donc, oui, non, mais je vois très bien. Mais... Oui, non, je comprends très bien. Juste peut-être un espèce de RDD si tu es 8 ou 9, tu vois. Il y a peut-être un truc à faire, je ne sais pas. Oui, donc ton idée, c'est très juste. C'est-à-dire que on montre que tu joues une partie de moins. Donc, s'il y a des effets de pair, s'il y a cette qualité qui augmente des pairs, on joue une partie de moins. Et quel est l'impact de cette partie supplémentaire? Est-ce que ça annule ou pas les gains que tu peux avoir par ailleurs, quoi? Ou est-ce que, ou disons que en net, plutôt dire autrement, en net, quand tu augmentes tes effets de pair de 20%, tu gagnes 27 points de pourcentage. Exactement. Mais et donc, s'il n'y avait pas l'effet de compétition, ça serait plus. Voilà, combien, et donc, vous pourriez, sans doute, avec votre setting, vous pouvez peut-être essayer de mesurer un peu le neutraliser l'effet de compétition pour dire la qualité moyenne, ça devrait augmenter de temps, mais en fait, ça augmente finalement que de 27 points de pourcentage parce qu'il y a tant d'effets négatifs dus à l'effet de compétition. Et donc, ça doit jouer plus pour les mecs qui sont 8-9. Enfin, ça dépend aussi si l'effet de compétition, il vient plus de juste jouer ces matchs par équipe, ou si aussi, effectivement, comme tu disais toi-même, le fait de rencontrer des adversaires qui sont plus forts, parce que si t'es premier de ton club, même si y a un club qui ferme à côté de toi, tu vas continuer à faire les matchs par équipe, il y a des chances. Si tu es 7 ou 8e, sans doute non. Et après, si tu es 3-4, peut-être tu vas rencontrer des adversaires moins forts. Enfin, j'imagine qu'il y a des sources de variation à exploiter pour essayer de faire le tri là-dedans, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est hyper riche. Mais peut-être qu'effectivement, les données individuelles sur les compétitions individuelles vous permettront de faire plein de trucs dans cette direction plus facilement. Quoi. Oui, et surtout, en fait, de récupérer les joueurs, en fait, parce qu'il y a des joueurs qui jouent dans un club, parce que tu es obligé de t'enregistrer dans un club pour pouvoir jouer. Et donc, il y a des joueurs qui certainement, peut-être même viennent, tu vois, 1 ou 2 fois par semaine, jouent des compétitions individuelles, mais ils veulent pas jouer le dimanche, tu vois, donc parce que des fois c'est le week-end ou samedi, ils veulent pas jouer de tournois par équipe, mais peut-être qu'ils créent quand même des effets de pair, quoi. Donc
on a bon espoir qu'il y ait quelque chose. C'est là que tu rajoutes des données et puis il n'y a plus rien. Ça va arriver, oui, malheureusement. Bon, généralement, quand tu corriges et que tu supprimes le bruit, si l'histoire est bonne, ça marche mieux. C'est ce que j'ai appris quand j'étais jeune. Merci. Je vais laisser la parole à Emilien qui a une question. J'entends pas, moi, mais... Moi non plus, Emilien. On le voit... Ah si. Ah, là, je crois mais le micro est fermé. C'est muet. Bon, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Sinon, Clément, je t'ai... règle son problème. Donc, je vais juste te dire que je t'ai favorisé. J'ai commencé à introduire l'effet de paire. Donc, pour toi, la semaine prochaine aussi, c'est dans 2 semaines, la semaine prochaine sera plus facile. Oui, c'est dans 2 semaines. Ouais, effectivement, j'ai plus rien à faire. J'espère que tous ceux qui suivent aujourd'hui seront là dans 15 jours. Ça sera beaucoup plus facile pour moi. C'est vachement bien. Sinon, j'avais une question. Oui. Ah, ça y est, Emilien donc, nous pose la question via le chat. Y a-t-il un entraîneur en équipe d'échecs? Et est-ce qu'on peut isoler son effet si c'est s'il y a un entraîneur? Oui. Oui, dans certains clubs, il y a un entraîneur. Et il se trouve que les données qu'on récupère concernent aussi cet entraîneur et le label de l'équipe du club, parce que certains clubs ont un label formateur, par exemple. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir isoler? Je ne sais pas, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas des données dans le temps pour ces clubs. On sait s'ils ont un entraîneur aujourd'hui. Donc, si ce joueur-là est présent dans les effectifs de l'équipe et que c'est un joueur de l'équipe par le passé, on peut inférer que c'est toujours le même entraîneur. Mais ça va être un petit problème. On était assez enthousiaste à l'idée de pouvoir récupérer l'entraîneur de l'équipe, mais malheureusement, c'est pour l'année en cours. Donc, voilà, s'il n'y a pas trop de variations d'entraîneur, on peut supposer qu'il reste. Mais donc, je ne sais pas si on peut isoler cet effet-là. On a aussi pensé à utiliser comme effet de paire le meilleur joueur de l'équipe, par exemple. Donc, le meilleur joueur de l'équipe qui arrive d'un autre club, mais ça devient difficile de trouver un instrument en fait, pour cet effet de paire. C'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi j'en aurais 2. Ouais. Alors, la première, ce serait pour essayer de généraliser en fait vos résultats. Tu nous as un petit peu appâté au début sur finalement ce que vous mesurez, c'est assez proche de, enfin, ça pourrait être retranscrit sur le fonctionnement de marché du travail. Du coup, comment tu interpréterais ces résultats-là? Est-ce qu'il y a possibilité d'aller plus loin dans l'analogie? Et la deuxième, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les systèmes de montée. Il y a des systèmes de montée-descente entre divisions pour les clubs. Oui. Et un petit peu pareil dans la même idée que Clément en termes de RDD, mais pour les clubs, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer des clubs qui montent avec des clubs qui sont juste en dessous dans le classement de la même division l'année d'avant, mais qui ne montent pas, et voir s'il y a des mobilités en fait, de joueurs qui pourraient être expliquées par cette montée, quoi, et quels effets ça pourrait avoir sur les autres joueurs, notamment en termes de compétition, peut-être au sein du club. Oui. Voilà, c'était mes deux questions. Ok, merci beaucoup. Ouais, très bonne question aussi. Donc, je vais laisser la plus difficile pour la fin, l'analogie. Je vais d'abord parler de ces montées descentes. Alors, on n'a pas pensé à utiliser justement ces
ces montées et ces descentes. Parce que c'est vrai que ça peut conduire à de la mobilité des joueurs qui décident de partir parce que voilà, je sais pas, ils jouent en division 3, maintenant ils jouent en division 4, donc ils vont jouer contre des adversaires moins forts, donc voilà, ils vont décider de partir. Mais on avait peur que ça soit un petit peu endogène, c'est-à-dire qu'ils voilà, parce qu'ils se retrouvent derniers, parce que c'est exactement comme par exemple au football ou dans n'importe quel autre ou handball, si les 2 ou 3 derniers descendent et puis les 2 ou 3 premiers de chaque poule montent. Mais on craignait que, par exemple, le départ soit justement lié à la performance de l'équipe. Et donc, que ce club-là s'affaiblisse de manière endogène parce qu'un autre club se renforce. Et donc, voilà. Donc, on avait ce souci-là. Mais dans le même ordre d'idée, il y a des clubs qui restent, mais il y a des équipes qui disparaissent. Donc, par exemple, ils avaient une équipe en National 2 et donc, parce que alors, quand on est National 2, National 3, il y a des frais pour aller jouer, par exemple, je sais pas, de Dijon pour aller jouer à Besançon ou à Belfort, c'est un peu coûteux. Parfois, il faut passer un week-end. Donc, c'est le club qui va payer les frais de déplacement, qui va payer les frais d'hôtel, etc. Donc, quand il y a une baisse de subvention, le club ne ferme pas, mais l'équipe disparaît. Et on a pensé aussi utiliser ça comme un instrument. Donc, voilà, j'ai le club de la ville d'à côté qui avait 2 équipes, une équipe en division 2, une équipe en division 5, l'équipe en division 2 disparaît. Et là, les joueurs partent. Mais ce n'est pas lié à leur performance d'équipe, mais c'est lié à un choc un petit peu exogène. Donc ça, on y avait pensé. Puis peut-être que ton commentaire me fait penser que peut-être qu'on devrait continuer sur cette voie. Alors, pour l'analogie, donc on a essayé de regarder un petit peu, d'essayer de réfléchir à l'analogie en termes comme je dis, en termes de nombre de parties jouées, ça pourrait être les missions effectuées, par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est super convaincant. C'est-à-dire que quand on travaille au marché du travail, peut-être qu'on voit peu d'analogies avec le marché des échecs. Donc, la motivation, c'est aussi de se dire, bon, tiens, il y a des défis qui sont difficiles à relever dans la littérature des effets de pair. Et nous, on a un cadre qui permet soit d'isoler ces différents mécanismes, les mécanismes de compétition versus les mécanismes de learning. Et ça, on pense que ça a une valeur, un enseignement beaucoup plus large, quoi. Et on pense que sur le marché du travail, ça peut aussi être le cas. Il peut aussi très bien, comme je le disais là, tu vois, si je remonte un peu ce que je disais ici, ces questions de détachement, de promotion, par exemple, elles peuvent être importantes et réduire les effets de pair. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a une portée un peu plus générale. Si on arrivait à assez bien documenter ces effets de compétition via ces effets de learning, voilà. Il est possible que, tu vois, on trouve peu d'effets dans les travaux en éducation parce qu'il y a ces effets de compétition qui sont mal mesurés ou sur le marché du travail. Voilà. C'est, je pense, plus les conclusions qu'on peut tirer de notre travail peuvent être utiles pour cette littérature. Je ne sais pas si c'est convaincant ou pas. Ok, ouais, merci en tout cas pour ces 2 réponses. On a encore le temps pour 1 ou 2 questions, donc n'hésitez pas. Non? Bon. Merci en tout cas, José. Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. Donc, merci beaucoup. On se retrouve le 15 décembre pour cette fois-ci écouter Clément présenter son travail sur les effets de pair dans le milieu académique, si je me souviens bien, c'est ça? Exactement, ouais. Donc ce sera très proche en termes de méthodo sur un contexte un peu différent. C'était involontaire en plus, mais programmé. C'est très bien, ça fait un thème du mois de décembre. Voilà, c'est ça. Pour le séminaire. Parce que j'ai vu que si, par exemple, il y avait Jacques et Florian qui ont présenté des articles aussi un peu proches, donc il y a des thèmes
C'était involontaire aussi. Ouais. Mais en plus, oui, il y a mieux hein, entre Jacques et Florian. Ils ont le même co-auteur. Ils ont le même co-auteur aussi. Ils ont le même co-auteur. C'était Christian, c'est ça? C'était Christian, voilà, tout à fait. Okay. Donc, merci à tous et puis merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir, merci à tous et toutes. Hop, on va attendre que tout le monde